Bienvenue dans Transcendance Podcast, c'est le podcast qui te permet de débloquer ton plein potentiel pour profiter pleinement du jeu de la vie. Vous connaissez maintenant la chanson, donc nous sommes Flavien et Colo, tous les deux personal trainer, préparateurs physiques. On est passionnés par l'entraînement, l'alimentation, l'exploration de nos capacités. Et dans ce podcast, on se présente comme deux personnages d'un jeu vidéo qui cherchent à level up dans le maximum de compétences. Aujourd'hui, on va vous emmener voyager. Pas n'importe où, mais chez Colo directement, au Japon. Ça me Comment ça parle, va? ça me parle beaucoup ça. Ouais, ça va bien et toi? Très bien, très bien, très bien. Quelles sont les actus sportives là? Pourquoi tu te prépares en ce moment? Qu'est-ce qui se passe un peu dans ta life? Avant d'attaquer le vif du sujet. Actu sportive, du coup, perso, moi je me prépare pour l'Ultra Spartan Race de Morzine qui aura lieu le 4 juillet, du coup, à Morzine, dans les Alpes. Du coup, ça va être une course de 60 obstacles, 55 km et 3000, un peu plus de 3000 de D+. Sachant qu'en Spartan Race, si on rate des obstacles, on a des pénalités, donc ça ajoute de la distance et ça ajoute du D+, potentiellement. Donc voilà, si sur les 60 obstacles, il y a pas mal de ratés, ça amène beaucoup de kilomètres en plus et pas mal de D+, également. Donc je me suis Sacré préparé. épreuve. Hier d'ailleurs, j'ai couru du coup la 55 km et un peu plus de 3000 de D+. Mais en 3 fois. Donc je l'ai réparti sur la journée. C'était un peu une journée choc, journée test, qui était bien sympa, surtout qu'il prévoyait mauvais à la météo. Je suis parti et direct j'ai commencé à courir. Le soleil qui a débarqué Trop comme un bien. symbole. Tu vois, Trop des trop fois, il cool. faut vraiment pas se poser de questions, hein. Ça, c'est. Ouais, vraiment, vraiment, Il m'est vraiment. arrivé la même chose là. Je voulais aller courir et un gros nuage orageux au-dessus de la tête. J'ai dit bon, allez, j'y vais quand même. Au pire, je prendrai la pluie. Et bah, pas une goutte. Donc, comme quoi, des fois, il faut. Ouais, quand tu vas courir, le soleil est avec toi. Après, j'y Il suis faut allé pas 3 fois. s'écouter. La dernière fois, c'était j'ai commencé, ouais, premier, deuxième run, c'était bon. Dernière, c'était une douche, mais voilà, comme Ah, ça, je suis ça arrive. rentré tout propre, nickel. Ça arrivera, exactement. Voilà, Même la, comme la ça. pré-douche était faite, Ouais, très bien. douche froide avant Ouais, de mais finir sur une bonne douche chaude. c'est énervé là, ton épreuve. Enfin, tu prévois ça sur combien de temps? Qu'est-ce que tu aimerais viser comme durée? Je prévois pas de temps particulier, sachant que pour valider l'épreuve, en fait, à la fin, il y a 5 checkpoints, si je dis pas de bêtises, où il faut arriver à une heure. Il y a une heure maximale, un délai maximal auquel il faut arriver à ces différents points. Sinon, il me semble qu'on n'est pas finisher. Donc, je crois le délai max pour finir toute la course, il doit être de 15 heures à peu près. Donc, hormis Ok, si j'ai un ouais. gros souci, normalement, je serai largement dans les Ouais, temps. ouais, ouais. Mais Ouais, après, sans Spartan Race, ça peut toujours vite virer au drame, enfin au drame, dans le sens où faut toujours garder un tout petit peu de réserve pour valider les obstacles, parce que tu rates un obstacle, bon voilà, tu crées un peu plus de fatigue, etc. Là, t'en as 60, donc ça peut faire un peu effet domino si à chaque obstacle tu le rates. Tu crées plus de fatigue, c'est de plus en plus long, t'es mort. Après, ça peut ouais, vite ouais. tourner un peu à Et la puis, ouais, cata. voilà, ouais. Et puis Il faut gérer ça. psychologiquement, c'est pas facile non plus, hein, quand Ouais, tu loupes l'obstacle. D'expérience, je me rappelle de celle à Tenerife. Après 3 ou 4 obstacles échoués, je peux te dire que j'en avais marre et que tous mes espoirs commençaient un peu à retomber. Mais bon, c'est le jeu, hein, c'est le bah sport. c'est ça. Bah là, Il j'en faut aurais savoir rester 60, donc lucide. forcément, à moins d'un miracle, hein, forcément, je pense en rater. Mais on verra, ça se trouve, je vais tout réussir, hein. Ça me paraît peu probable, mais c'est possible, tout est possible. En général, je rate pas trop d'obstacles, mais là, ouais, sur 60, faut clairement accepter de rater un obstacle. C'est pas la fin du monde, et il faut direct se replonger dans sa course, passer au suivant, aller Ouais, à faut la rester pénalité lucide. avec le sourire, et let's go, hein. Parce que, ouais, justement, comment on aborde les obstacles, les échecs sur chaque obstacle, sur un effort si long, clairement, ça joue sur la course et notre performance directement. Donc, faut aborder tout ça positivement et voilà, se dire que ça fait partie de la course. Donc, c'est au moins 55 km, au moins 3000 de D+. Et après, c'est que du bonheur en plus Que du si je rate plaisir. des obstacles. Ouais, que du plaisir, on verra. Ok, On ok. verra. Bon, bah Déjà, hier, c'est. bon, à la fin, j'en avais bien marre. Mais bon, je finissais Ouais. sous la pluie et tout. Mais c'était Belle c'était aventure en sympa. tout cas. Encore Ouais, une pour ceux manière qui. d'en apprendre sur soi-même et d'aller se chercher dans ses retranchements. Donc, Ouais, bah clairement. Pour ceux qui connaissent, du coup, moi je suis sur Clermont là, j'ai commencé par faire 3 fois le chemin des muletiers, donc ça me faisait un peu plus de 14 km, un peu plus de 1100 de dénivelé positif.
Je suis parti ensuite direction le Sancy. J'avais jamais couru là-bas. Et donc, il y a un peu de route. J'avais 1 heure de route en gros. C'était vraiment l'occasion. En plus, il y avait des belles éclaircies. Là, j'ai fait presque 22 km, 1004 de D+. Donc là, j'avais quasi fini mon D+, de la journée. Et j'ai fini du coup avec 15 km, un peu plus 15 km et demi et un peu plus de 600 de dénivelé positif. D'ailleurs, avec 2 collègues, Vincent et Alex, si vous passez par là, qui eux faisaient leur run du soir tranquille, puis qui ont envoyé comme des lapins, qui m'ont bien cramé. C'était sympa de finir avec, sous la pluie. Et Comment t'as franchement, bonne vécu, expérience, hein. ouais, comment t'as vécu l'expérience de courir du coup 3 fois dans ta journée Et bah franchement, super sympa. Ouais, déjà niveau mental, en fait, j'ai hésité entre soit commencer par le Sancy, où j'avais clairement envie d'y aller parce que j'avais jamais couru là-bas, donc c'était la découverte. Et clairement, je trouve découvrir des chemins quand on court, je trouve c'est vraiment un coup de C'est boost. vraiment trop trop bien. Je me suis dit, ok, je vais commencer par le. J'étais pas sûr qu'il fasse beau en fait. Du coup, je regardais les webcams, il y a des webcams qui sont là-bas. J'ai vu qu'il y avait des éclaircies vers 14h, 15h au Sancy. Donc je me suis dit, ok, je commence par le Puy-de-Dôme. J'ai fait 3 fois le même chemin, chemin des Muletiers. J'avais pas du tout envie de faire 3 fois le même chemin. J'aime pas même refaire souvent les mêmes chemins, etc. Mais bon, faut bien, on déménage pas tous les jours. Et du coup, bah, je l'ai fait une première fois. Deuxième fois, j'ai été content. Ça passait mieux que la première. Et la troisième, moi, je me disais que c'était la dernière. Puis à chaque fois que j'arrivais en haut du Puy-de-Dôme, j'étais assez content, belle vue. Donc voilà, ça repart. Et c'est pas si long non plus à monter le chemin des Muletiers. C'est pas 1 heure de montée ou autre. Ensuite, je suis parti directement au Sancy ou quasi. Et Sancy, là, c'était vraiment la découverte. Donc super, super sympa. Surtout au début, c'est pas forcément intéressant parce que je passais un petit peu là où il y a les pistes de ski, donc c'est des endroits assez aménagés ou autres. Mais une fois que j'étais sur les crêtes, c'était vraiment incroyable. La vue était vraiment folle. La météo était top. Voilà. Je suis passé super baisse, Sancy, retour ensuite de l'autre côté au Mont d'Or et ensuite retour au sommet et à Superbès. Et après, j'ai fini, bon voilà, avec, avec les potes, tranquillement, pour finir le D+, et les kilomètres qui me restaient. Franchement, c'était sympa. Et niveau alimentation, j'ai testé de justement pas prendre de petit déjeuner. Enfin, j'ai l'habitude de pas trop prendre de petit déjeuner, hormis sur mes courses et les jours d'avant. Et du coup, je suis parti à jeun dès le matin et j'ai même pas pris le temps de manger à midi. J'ai direct enchaîné après avec la voiture pour aller au Sancy. Et au final, je me suis juste alimenté avec bah, des boissons d'effort. Donc, j'avais des glucides quand je buvais. J'avais l'isotonique, électrolyte. J'avais des gels de glucides. Et je me suis mangé après des fruits séchés aussi sur la journée. Mais sinon, pas du tout de repas solide ou de pause repas. Donc c'était un peu un challenge de tester ça comme ça. Et franchement, c'est bien passé. Donc en m'alimentant bien la veille, le petit-déj et le jour J, normalement à Morzine, ça ira bien. Je fais un petit aparté pour tous ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas auvergnats. Les amis, venez découvrir notre belle région, franchement. On a des paysages incroyables, on a vraiment de quoi faire. Pour tous ceux qui courent, qui font du trail, de la randonnée, qui aiment les lacs, les natures, la forêt, on a vraiment une des plus belles régions de France qui est très peu connue, très peu touristique. Alors venez faire un tour. J'ai Ceci dit, l'impression, juste sur le tourisme, ça se développe énormément, hein. Tu vois, là, je suis allé courir, il y avait énormément d'étrangers, de personnes qui venaient d'ailleurs, j'ai pu discuter un petit peu, et quasi pas d'Auvergnats, en pleine semaine, là, un mardi. Donc j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de monde. En tout cas, au 106, il y avait pas mal de monde. Plus de DOMS, il y avait énormément d'écoles, même des personnes anglophones qui faisaient un échange scolaire, des groupes de personnes âgées qui montaient plus de DOMS. Franchement, j'ai trouvé ça cool. Je m'attendais à voir personne et en fait, c'était pas blindé, mais il y avait pas mal de monde. C'était sympa. Vas-y, on va ça, pouvoir enchaîner. ça se Voilà pour développe, les ça se actus. développe. Ouais. Ok, super. En tout cas, c'est des beaux projets qui arrivent et puis encore une manière d'apprendre sur soi-même et de se pousser dans ses retranchements. Vas-y, je te laisse introduire le sujet du jour, même si je l'avais un peu introduit en intro. Et bah aujourd'hui, on va parler un petit peu plus en détail du coup de mon épopée, de mon aventure au Japon. Euh, je pense que tu avais deux, trois questions à me poser, mais voilà pour poser un peu le contexte. Donc je suis parti avec ma copine au mois de janvier au Japon, donc avec un visa vacances-travail.
visa qui par ailleurs est plutôt difficile à obtenir, hein. Il y a beaucoup de démarches administratives au préalable. Ce visa permet en fait tout simplement de travailler au Japon, hein, et d'être payé, mais c'est pas du tout ce que je fais. Moi, je voyage en workaway, c'est-à-dire que je fais du volontariat en échange duquel je reçois le gîte et le couvert. Donc ce volontariat, en général, ça se présente sous 3 à 5 heures de travail, 5 jours sur 7, pour différents types de personnes, hein. Ça peut être des particuliers, des familles ou des business, ça dépend, un hôtel. Voilà, j'ai eu l'occasion de faire plein de choses, hein, que ce soit en Norvège l'année dernière ou au Japon. J'ai vraiment côtoyé une large diversité de volontariat, de workaway. Et donc voilà, c'est la manière avec laquelle je voyage. Je vais à un endroit, je fais un volontariat, je reste en général un mois, puis je change d'endroit, etc., etc. Et voilà un petit peu comment j'ai programmé du coup mon voyage du sud au nord au Japon. Excellent. Bon récap de comment t'as programmé tout ça. Ouais, du coup, j'avais plusieurs questions. En général, là, je regardais en même temps où notre podcast est écouté. Et voilà, 86% c'est en France. Il y a quelques personnes en Australie, Belgique, États-Unis, Suisse, Indonésie, Nouvelle-Zélande. Et je vois, il y a des écoutes, à voir si c'est des personnes assidues ou pas. Du coup, on va parler Japon, on va parler voyage. Les questions que je vais te poser, c'est déjà la première. Euh, Directement quand tu es arrivé, quelle grosse différence tu as pu observer par rapport à la France? Première chose qui t'ont un peu sauté aux yeux, s'il y en avait. Ouais, ça revient, ça fait écho à beaucoup de pays que j'ai pu voyager et je me rends compte d'à quel point la France, euh, c'est la déchéance. C'est tout simplement la propreté des rues. Vraiment, c'est la première chose qui saute aux yeux dans un pays. Et c'est un des premiers critères que je regarde. C'est vraiment la propreté, hein, tout simplement l'hygiène dans les rues. Voilà, comment les gens font attention de ne pas jeter leurs déchets par terre. À quel point, quel est le budget alloué aussi au nettoyage des rues. On voit beaucoup de gens nettoyer avec les petites camionnettes là, ou simplement à la main, hein, avec des petites pinces ou voilà, mais on se rend compte à quel point, quand on commence à voyager, à quel point les gens en France ne prêtent pas du tout attention à ça. Et je trouve ça dommage parce que ça peut paraître anodin, mais voilà, c'est encore une fois la première vitrine, c'est la première attention que l'on regarde quand on arrive dans un pays. Alors, je parle d'expérience. euh, on regarde, ça reflète vraiment un état d'âme, je trouve. Donc, Ok, si intéressant, ouais. vous écoutez, faites plus attention à ça. En plus, c'est quelque chose sur lequel je suis vraiment sensible personnellement. J'ai des potes fumeurs et, par exemple, j'essaie de, quand ils jettent leur mégot par terre, leur dire non, les gars, faites pas de la merde, quoi, tu vois. Je veux dire, ça coûte rien de mettre dans une poubelle. Bon, après, il y a un autre problème au Japon, c'est qu'il n'y a pas de poubelle. Donc ça, c'est clairement quelque chose qui est un peu pénible. Et je sais que sur les endroits un petit peu comme Kyoto, qui sont vraiment assez petits, assez étroits et énormément touristiques, eh ben, il y a un gros problème du coup de poubelle qui est mise en place. C'est-à-dire que comme il n'y a pas de poubelle, ben, les gens laissent leurs déchets n'importe où, en fait, sur des, sur des bouches d'égout, sur des poteaux électriques, des choses comme ça. Ils essaient de les cacher derrière, ouais, là où ils peuvent, quoi. Et c'est vrai que c'est assez paradoxal parce que c'est un pays super propre mais où il n'y a pas de poubelle. Donc comme quoi les gens font attention, sont responsables, prennent leurs déchets avec eux et les ramènent chez eux. Voilà, c'est ça vraiment Ok, ça saute aux ouais, yeux quand on c'est arrive au Japon. vraiment étonnant au final. Ouais, donc en fait, les gens ramènent leurs déchets chez eux et oui, ouais, ils se rendent responsables vraiment s'ils créent des déchets du coup au final, là-dessus. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Après, il y a pas mal de sensibilisation qui est faite, hein. Par exemple, il y a ces fameux combini, ce sont ces supérettes qui sont ouverts 24 heures sur 24, ou les convenience stores, on dit en anglais. Donc, comme son nom l'indique, hein, c'est des magasins vraiment où tu peux tout acheter, de la nourriture, de la papeterie, des cigarettes, du café, vraiment. Et il y a des poubelles dans ces endroits-là, du coup. Et ces endroits-là, on les trouve à tous les coins de rue. En théorie, tu n'as pas le droit de rentrer de l'extérieur pour jeter tes poubelles dans les combini. Mais tout le monde le fait parce que voilà, c'est un petit peu les seules poubelles de la ville. Et, et c'est vrai que voilà, on sensibilise beaucoup par rapport à ça, de ne pas le faire. Bon.
les Japonais le font, les touristes le font. Disons que c'est un petit peu dans les mœurs. Mais voilà, le fait de prévenir, d'inciter les gens à ne pas le faire, on se rend compte que ça fonctionne. Et en France, je suis désolé, mais je vois très peu de campagnes qui incitent les gens à faire attention à leurs déchets, quoi. Même souvent quand je vais à la plage dans le sud ou même à l'océan, je vois pas forcément de panneaux interdisant ce genre de pratique et je trouve ça dommage. Je pense que si on prévenait un peu plus, bah voilà, on aurait un pays plus propre qui reflète un petit peu plus euh, une meilleure image, quoi, tout simplement. Après, il y en a des campagnes, mais c'est vrai que ça se fait un peu plus rare. Par exemple, quand je prends un extrême à Singapour, où je suis allé quelques jours à Singapour, il y a des grosses amendes. Par exemple, si tu poses un papier par terre, si tu poses un mégot par terre, juste si tu bois dans le métro. Mais tu as vraiment des grosses amendes. Je me rappelle plus des montants, mais c'est en fonction de ce que tu fais, ou si tu craches par terre ou autre, ou si tu fumes à des endroits interdits. C'est de souvenirs minimum 100 $. Je sais plus ce que ça représente exactement, mais il me semble que c'est à peu près comme une centaine d'euros. Après, je me trompe peut-être, mais c'était assez élevé, en tout cas. Et ça, c'est écrit partout. Dans le métro, dans les rues, tu le vois partout. Les rues sont Ouais, hyper propres. Après, c'est un peu un extrême là-dessus. Singapour, je trouve, même si c'est très positif, au final, c'est très propre. Et après, quand je prends d'autres exemples, par exemple au Chili, où j'y suis resté un peu plus de 3 mois, après, essentiellement dans une même ville, donc c'est à nuancer aussi, je pense que c'est pas pareil dans toutes les villes du Chili. Dans une ville, en gros, là-bas, il n'y a pas de salaire minimum. Du coup, il y a plein de personnes, en fait, qui font des petits tafs, qui, par exemple, nettoient les rues, s'assurent de la propreté, dans les jardins, dans les parcs, etc. Du coup, les rues sont vraiment nickel. Mais là, je nuance un petit peu, ça dépend aussi des endroits. Il y a des endroits où bah, il y a moins d'argent, c'est un peu plus, ouais, c'est un peu plus, il y a beaucoup de passages, d'aléas, de travaux, etc. Donc là, il y a un peu plus de saleté, etc., de déchets par terre. Pareil, il n'y a pas forcément de poubelles. Et ça fait contraste un peu avec d'autres endroits où c'est des quartiers un petit peu plus riches, même si c'est pas très riche ou autre, où là, il y a des poubelles, des personnes qui s'assurent de la propreté, etc. Ça dépend des endroits, mais c'est sûr, au niveau des campagnes, par exemple, d'expérience à Singapour, c'était vraiment nickel, parce que c'est affiché partout dans la rue qu'il n'y a pas le droit, par exemple, de cracher par terre, poser un papier ou autre, fumer à certains endroits ou autres. Je voulais aussi nuancer, ouais, j'ai l'impression, par exemple, on compare juste avec un pays à côté de la France, en Suisse. J'étais passé en Suisse, en gros, tu avais, par exemple, sur une table dans la rue, enfin dans la rue, c'était une ouais, rue mi-campagne, mi-rue, simplement des potirons et en gros à vendre. Et en gros, les gens pouvaient simplement mettre l'argent directement dans une boîte. ouais, Et je trouve qu'en France, en vrai, ça dépend des endroits, mais il y a moyen que la boîte et tous les potirons auraient disparu et la personne ouais, se serait fait voler. Mais j'ai l'impression que ça ouais, dépend aussi des mentalités. Après, voilà, pas clairement. forcément partout, mais c'est à tester aussi. Mais il y a peut-être un C'est climat un quelque, peu de peur ou autre qui s'est installé et qui reste. Mais c'est quelque chose qui si, se fait si je aussi. généralise, voilà. C'est quelque chose qui se fait aussi au Japon ou en Norvège. Je suis allé également. C'est pareil, hein, c'est ce système de boîte là où les gens font confiance aux autres. Ça me choque vraiment. Genre, je me dis mais comment les gens peuvent faire confiance? Et en fait, je devrais pas penser comme ça, je pense. Je pense que vraiment c'est là où est le problème. La France, comment on ne peut ne pas avoir confiance en les gens à ce point-là, tu vois? On en est vraiment arrivé à un extrême et c'est super dommage, je trouve. Parce que je pense que de là où on vient, toi tu es breton d'origine, bon bah, moi j'habite une petite campagne de l'Allier. Si ce genre de choses étaient faites, je suis quasiment persuadé que ça irait encore. Il y aurait pas forcément de vol, il y aurait pas forcément de triche ou quoi que ce soit. Mais le problème, c'est que dès qu'on se rapproche des villes, euh, c'est impossible que ce genre de pratique ne puisse tenir, tout simplement, hein. Il faut pas se Ouais, mentir, après, c'est je pour ça. sais pas. Ça dépend. Mais après, faut tester, hein. Peut-être justement si les gens ils disent tiens, c'est bien et tout, la personne elle fait hyper confiance aux autres et tout. Peut-être que ça passe. À voir. Après, ça se fait pas donc. Je pense Mais que ça ouais, je doit suis se pas faire et que persuadé. les gens ont été très vite refroidis, moi, je pense. Par C'est exemple, possible.
Quand tu passes dans le sud, tu vois souvent au bord de la route, je sais pas, des gens qui vendent leurs fraises, leurs melons, voilà, leurs fruits et légumes du potager, et il y a toujours la personne qui est là. Et je pense que c'est pas un hasard, parce qu'en soi, la personne a autre chose à faire. Euh, je pense qu'il y a déjà eu des tests qui ont été faits et que ça n'a pas fonctionné. Après, il y a une bonne alternative qui se fait beaucoup en ce moment, c'est tu sais, les frigos mis à disposition un petit peu partout, les frigos distributeurs entre guillemets. Et ça, j'avais vu ça dans le Jura. Euh, Ils faisaient un distributeur de comté, donc Ok. à proximité du coup des productions fromagères. Et voilà, bah simplement tu t'arrêtes en voiture, tu mets tes pièces et tu récupères ton morceau de fromage. Et ça, c'est assez sécurisé puisque ça reste quand même des choses assez, disons, si tu veux voler, c'est voilà, t'es déjà repoussé par le fait qu'il y a une barrière entre toi et le produit. Donc tu vas peut-être pas t'amuser à saboter le truc, voilà. Mais tu mets Donc l'argent, enfin, tu payes au distributeur comme si tu payais un ouais, café en ouais, fait. c'est ça, Ok. c'est comme ouais, ou comme si tu achetais une canette de Coca en fait. Tu mets ton Ok, oui, argent et oui. puis ça, il y a un morceau de fromage qui tombe. Et je sais que ça se fait aussi avec de la viande dans certaines fermes en libre service. Ouais, Et ça se ça, fait pas mal, ouais. En tout cas, aux et ça, alentours de Clermont, ça se fait à plusieurs endroits. je trouve que c'est une super alternative du coup. Il n'y a pas ce truc-là de proximité non plus, mais voilà, c'est une alternative à ne pas euh, avoir ses produits volés ou dégradés et pouvoir quand même voilà, prendre un peu sa liberté par rapport à ça. Clairement. Donc, ok, sur les premières choses qui t'ont un peu sauté aux yeux. Bah, Et du coup, je vais directement rebondir dessus et je vais parler de la sécurité parce que là, on est clairement dedans, hein. Et bah, voilà, le Japon, c'est le pays dans lequel j'ai voyagé où je me sens le plus sécure. Euh, Sécure dans le sens où euh, t'as aucune appréhension à te promener dans la rue, t'as aucune appréhension à oublier un objet dans un restaurant, t'as aucune appréhension à t'endormir dans le métro ou dans n'importe quel transport en commun. Parce que tu sais que les gens vont t'aider, les gens viendront vers toi. Les gens sont là pour être solidaires. Les gens pensent en fait au bien-être euh, global, au bien, comment dire, à la communauté avant de penser à l'individu. On pense vraiment voilà, au bien-être général de tout le monde, à comment on peut bien vivre ensemble avant de penser à qu'est-ce qui peut m'être profitable à moi, qu'est-ce qui il n'y a pas de cette notion d'égoïsme, il n'y a pas cette notion de penser qu'à soi. C'est vraiment le bien-être du collectif avant tout, et c'est pour ça, je pense, que la sécurité est tant présente au Japon. Il y a très très peu de criminalité également, et quand je vois ce qui se passe en France à l'heure actuelle, enfin, quand je vois, j'essaie de pas voir, hein, je me force à ne pas voir les actualités, mais bon, on est obligé de tomber dessus d'une manière ou d'une autre, même à l'autre bout du monde. Mais c'est vrai que je me dis que c'est de pire en pire et bah c'est trop dommage quoi, c'est trop dommage. Quand on est dans un pays comme le Japon où on voit à quel point tout le monde peut bien vivre ensemble, bah tu te dis que c'est pas possible. Il y a des mesures à faire en France pour rétablir la paix ou l'ordre et enfin ça me révolte un peu. après, je pense Ça me aussi, donne des frissons rien que d'en parler. je suis d'accord avec toi, juste pour nuancer, j'ai l'impression que ce qui est montré aux informations ou tout ce qui est sur les chaînes d'actualité, c'est pas mal de choses qui vont pas et qui sont un peu négatives ou tout ce qui est problématique et tout. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus ce genre de choses que toutes les belles choses positives qui peuvent se créer et se développer, quoi. Qui sont moins montrées peut-être. Tout à fait, je te rejoins. Les actualités, c'est quelque chose d'hyper anxiogène euh, Clairement. c'est pour encore mettre les gens encore plus dans un quotidien euh, maussade, mélancolique. C'est vraiment malsain. Ouais, c'est vachement anxiogène, ouais. Mais ce qu'il faut retenir quand même, c'est que pour faire leurs actualités, pour faire leurs reportages, ils se basent bien sur des faits. Et les Bien faits sûr. sont là, hein. Encore une fois, voilà, il y a 3 jours, pour la victoire du PSG, là, on a tous vu ce qui s'est passé. Je suis désolé, mais on peut pas dire, ouais, c'était trop bien, ils ont célébré la fête, le football, etc. Il y a d'autres choses à faire, très honnêtement, il y a d'autres choses à faire déjà dans un premier temps que de célébrer le football. Je suis désolé, t'as pas à sortir
dans les rues faire le bordel, même si tu casses rien et que tout se passe bien, c'est gentil. Non, tu vas pas klaxonner. Les gens ont autre chose à foutre que à 23 h d'écouter des klaxons quand ils ont envie de dormir, s'ils se lèvent à 5 h le lendemain parce qu'ils sont en train de, je sais pas, travailler dur pour aller ramasser vos poubelles ou quoi. Enfin bon, bref. Je suis un petit peu révolté par tous ces événements là. Quand je vois à quel point l'ordre règne ici au Japon, je trouve ça juste révoltant. Après, ça veut pas dire Et que moi, juste selon toi, ouais, l'ordre règne parce qu'il y a une crainte d'être puni non, si les personnes ont une mauvaise action, ou l'ordre règne non, parce qu'il y a un climat de bienveillance qui s'est installé et de respect. ouais, ouais, parce qu'il y a un climat de bienveillance. Parce que je te dis, Parce les que gens j'avais pensent ce au bien débat, tu vois, commun. juste pour la petite aparté. Par exemple, quand j'étais en Singapour, quand j'étais revenu en France, je parlais de ça, je sais plus avec qui, peut-être avec ma sœur et mes parents, ouais. Et je leur disais, du coup, ouais, t'avais des grosses amendes et t'étais vite très puni pour pas grand-chose. Par exemple, si tu craches par terre, si tu jettes un déchet par terre, si tu bois dans le métro ou autre. Voilà, tout ça, par exemple, boire dans le métro, on voit pas forcément le problème, mais ouais, c'est vachement réglementé là-dessus. Et en gros, le fait qu'il y ait des lois très strictes là-dessus, bah, moi, je trouvais que ça amenait énormément de liberté aux gens dans la rue. En fait, les gens se sentaient très sereins voilà, du peu de jours que j'y ai passé et de mon point de vue d'étranger là-bas. Les gens se sentaient très sereins. Par exemple, tu es au restaurant, tu laisses ton téléphone sur la table parce que tu l'as oublié. Tu reviens, je pense, 20 minutes, 30 minutes après, ton téléphone, il y est encore, hein, peut-être une heure après ou autre, ou quelqu'un l'a déposé à la réception du restaurant. J'ai l'impression, vu qu'il y avait des lois très strictes, ça amenait en fait plus de liberté chez la plupart des gens et plus de sérénité. Donc voilà. Après, c'est un vaste débat, tu vois. Est-ce que amener des lois strictes ou autres, ça amène plus de liberté, sérénité? Pour ça, je te posais la question, ou si c'était selon toi au Japon, plus un climat de bienveillance qui était installé sans forcément de lois très très strictes Je imposées sais que par Je l'État, sais par que exemple. les amendes sont pas hyper élevées ici au Japon si par exemple j'ai balance un truc dans la rue, mais tu seras réprimandé, ça c'est sûr. Mais c'est pour ça que non, du coup, pour te répondre, le climat de bienveillance est présent sans qu'il y ait des lois très strictes. Et c'est ça qui est vraiment étonnant, époustouflant même, et qui me fait vraiment juste adorer ce pays. C'est simplement que les gens pensent vraiment au bien commun, les gens réfléchissent, les gens pensent à, aux autres, à comment ils vont pouvoir aider leur prochain, comment ne pas nuire tout simplement à la liberté de leur prochain. C'est ça, c'est la question qui se pose avant d'agir. À Bah, tel après, point, tu parlais, à tel point que des fois ça en devient vraiment bizarre. Enfin pas bizarre, mais comment expliquer? Exemple, un jour, ma copine a perdu sa boucle d'oreille dans un supermarché. Elle commence à la fouiller, à fouiller le supermarché, à la chercher, etc. Une personne du supermarché arrive pour l'aider. Elle voit qu'elle est en train de chercher, donc elle lui dit: est-ce que je peux t'aider? Ah, j'ai perdu ma boucle d'oreille. Ah bah attends, je vais t'aider. Et là, ça a duré peut-être pendant une demi-heure. Il y a au moins 4 ou 5 personnes du magasin qui sont arrivées, 2 ou 3 passants, et à la fin, il y avait au moins 8 personnes qui cherchaient la boucle d'oreille sous les étals des supermarchés, à tirer tout ce qu'il y avait en dessous, des tas de poussière. La poussière avait pas dû être faite depuis, je sais pas, des années sous les étagères. Et voilà. C'est pour te dire que des fois, ça devient limite trop, parce que cette boucle d'oreille, c'était un truc qu'elle avait acheté pas très cher sur un site internet, tu vois. Enfin, elle y tenait pas plus que ça. Et elle leur disait, Daijobu, Daijobu, ça veut dire pas de problème, pas de problème, c'est bon. Genre, on était gênés, tu vois, de voir tant de personnes nous OK, aider, OK. alors que voilà, il y avait pas de. Et te démontrer à quel point les gens pensent vraiment aux, aux autres avant de penser à eux-mêmes. C'est vraiment le bien commun qui prime ici dans le pays. Ouais, après, quand tu penses aux autres, enfin, quand tu cherches à être bienveillant envers les autres, etc., tu installes un climat de bienveillance. Enfin, en tout cas, tu y participes à ce climat de bienveillance et du coup, tu prends aussi indirectement soin de toi-même. Tu vois, les autres vont te le rendre. En Tout à fait, fait. c'est un cercle vertueux là-dessus. Exactement. Exactement. Et c'est pour ça que je recommande à n'importe qui de voyager au Japon pour se rendre compte à quel point on peut vivre dans une société saine, dans une société où tout le monde vit en paix et s'aide les uns les autres, quoi. C'est Et possible. est-ce que
t'as vu ça à plusieurs endroits du Japon ou c'est uniquement dans une même ville, etc. Ouais, non, partout. J'ai vécu à 4 endroits différents. Aux quatre Ok, endroits différents, je remarque la même chose. Même à Tokyo, j'ai passé une semaine, même à Tokyo, qui est la capitale. Il y a 1 million d'habitants à Tokyo, hein. Non, combien il y a? Que- Plus que ça, je sais plus. Bref, c'est énorme, c'est énorme. Et pareil, tu te sens vraiment en sécurité, tu te sens jamais oppressé, tu te sens pas persécuté, pas mal regardé. ok. C'est vraiment le jour et la nuit en comparaison avec la France. Je regarde là pour Tokyo, apparemment il y aurait 14 millions d'habitants. Ah oui, ouais, donc voilà. J'ai dit Je un, sais mais pas il y si en ça a 14. englobe Tokyo et tout ce qui est autour ou juste Tokyo, mais en tout cas, ok. Ça fait beaucoup. Ok, ok. Et ouais, ouais. Et avec du recul, est-ce que tu as pu, enfin en restant au Japon, en échangeant avec les différents Pardon. habitants du pays, tu as pu avoir d'autres ressentis que tu voyais pas directement en surface en arrivant? D'autres perspectives? Ouais, d'autres perspectives qui un peu te sautent aux yeux maintenant et qui sont Ouais. vachement nuancées euh, de ce qu'on trouve par exemple en France. Et ben, tu vois, paradoxalement, au premier point dont on a parlé, la propreté dans les rues, du coup, moi, je m'aventure beaucoup en forêt pour courir lors de mes trails, mes randonnées, etc. Et il y a quelque chose qui saute aux yeux, c'est que les Japonais balancent leurs déchets dans les forêts. Euh, je sais pas pourquoi, j'ai essayé d'en parler avec mes premiers hôtes qui étaient un petit peu disons des gens qui ont toujours habité à la campagne. Et même eux étaient vraiment choqués quand je leur ai dit ouais, je suis allé courir, j'ai vu un endroit dans la forêt où tous les gens sont venus déposer leurs sacs poubelles. Ok, J'avais vu des frigos, des télés, des pneus, enfin vraiment une déchetterie à ciel ouvert, quoi. ok, Et même eux étaient choqués et me disaient non, c'est pas possible, c'est pas les Japonais, c'est pas possible. Ils me croyaient pas. Et moi, c'est quelque chose que maintenant, ça fait 5 mois que je suis au Japon, je l'ai vu plusieurs fois, vraiment pas qu'une seule fois. Et j'en ai conclu une chose, enfin c'est une hypothèse, hein, c'est que les Japonais se voilent aussi un petit peu la face. Dans le sens où ils le savent, je sais pas pourquoi ils font ça, je ne sais pas, mais clairement ils se voilent la face sur ce problème de que les gens font de la nature leur déchetterie, quoi, tout simplement. Il y a aussi un autre truc, c'est que beaucoup de maisons sont laissées à l'abandon à cause des populations vieillissantes. Eh ben, tout simplement, les vieilles personnes meurent et les maisons sont abandonnées. La nature reprend ses droits, donc il y a énormément de bâtiments abandonnés. Et c'est souvent que voilà, c'est des espèces de déchetteries à ciel ouvert se retrouvent à proximité de ces maisons abandonnées. Comme si, du fait que c'est inhabité, du fait que la population est vieillissante, donc la ville, quasiment une ville fantôme, eh ben on a le droit de balancer nos déchets puisque c'est amené à vieillir et à disparaître, quoi. Voilà ok, un ok. petit peu le constat que j'ai pu tirer de ça. Ok, alors ouais, quand j'ai l'impression en France, après, sur mon impression, surtout basée aux alentours de Clermont, franchement, c'est assez propre, hein, Ouais, quand je clairement, vais courir clairement. vraiment partout, dans les puits, etc. Franchement, croiser un déchet, C'est assez c'est rare. rare. C'est rare, c'est rare. Les, ouais, chez nous, les déchets sont dans les villes et les campagnes sont plutôt propres. Oui. Et C'est assez encore, marrant ça alors dépend, que je trouve, des villes. J'ai l'impression que ça change un petit peu. Mais enfin, je trouve, si je prends l'exemple de Clermont parce que c'est là où je passe le plus de temps. Il y a certains endroits où il n'y avait pas de poubelles, il y en a beaucoup plus. Dans certains parcs, petits parcs ou autres. Et même, même en nature, enfin pas en pleine nature ou des endroits un peu touristiques, il y a des poubelles ou autres qui sont mises à disposition. Et ouais, ça, je mais trouve c'est cool. c'est pas parce qu'il y a des poubelles que les gens mettent leurs déchets dans la poubelle, hein. Ouais, ouais, clairement, c'est sûr. Il y a qu'à voir le Japon justement où il y a pas de poubelle mais les rues sont hyper propres. Ok. Donc Ouais, sur les rues, ok. je suis pas tout à fait d'accord avec ça. La majorité des fumeurs balancent leurs mégots par terre. Au Japon, pas du tout, alors qu'il y a beaucoup de fumeurs également. Le paquet de clopes est à 2,90 €, je crois. Donc, tu vois la différence de prix. Ça incite les gens beaucoup plus à fumer. Donc, les gens se cachent un petit peu, entre guillemets, pour fumer, mais ils récupèrent parce que c'est assez mal vu, hein. Il y a des coins fumeurs, tu peux pas fumer n'importe où. Et pareil, tu as des lois assez strictes. Mais voilà, les gens, balancent pas leurs mégots n'importe où ici. C'est encore une fois, c'est vraiment ce truc de penser au bien commun.
Je jette mon mégot par terre, ça peut avoir une influence sur le passant d'après qui se dit ah c'est dégueulasse, c'est pas bien, ça a pourri ma journée, donc je ne jette pas mon mégot par terre. Voilà, c'est vraiment penser à chaque petite action, comment ça peut avoir une influence sur la vie de mon prochain. Ok, intéressant. Niveau mouvement, activité physique, comment tu vois les Japonais si tu devais résumer ça? Est-ce que la plupart bougent beaucoup? Ouais. Pas du tout? Est-ce qu'il y a un taux de sédentarité élevé? Est-ce que c'est plus pour la performance? Est-ce que c'est plus voilà, pour simplement bouger parce qu'ils en ressentent le besoin? Alors Selon toi? concernant le taux de sédentarité, j'en ai aucune idée. Clairement, j'ai pas du tout fait de recherche dessus. Ce qui me saute aux yeux déjà, c'est qu'il y a très très peu d'obèses, de personnes grosses. Je crois que j'avais vu un pourcentage, un truc genre 2% de la population est en surpoids, donc c'est quand même assez peu. Ça s'explique du fait que les Japonais ont une vie très très active, donc ils travaillent énormément, et de ce fait, ils marchent aussi beaucoup plus. Dans le sens où ils partent de chez eux, je sais pas, aux alentours de 7 heures, ils sont pas de retour avant 18 heures en général, tu vois. Et Ok. ils vont être amenés à marcher beaucoup car les villes sont très grandes. Si on prend les Tokyoïdes, par exemple, Tokyo, c'est tout simplement immense. Si tu veux aller d'un bout à l'autre, bon, forcément, tu prends les transports, donc ça t'aide bien. Mais pour passer d'un transport à un autre, voilà, t'as beaucoup, beaucoup de marches. Et je pense que si on regardait l'application santé des Japonais, on se rendrait compte que le nombre de pas est déjà beaucoup plus élevé. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, ils font beaucoup plus attention à leur santé de manière générale, dans le sens où ils ont aussi un rendez-vous médical par mois, où le médecin check leur poids, check leur IMC, check leur mensuration, pour voir si par rapport au rendez-vous de l'année dernière, le poids n'a pas évolué. Parce qu'il y a cette espèce de phobie ici de devenir obèse, devenir gros. C'est mal vu, je sais que c'est une rumeur un peu. Moi, je suis personne pour savoir si c'est vrai ou pas, ça m'est jamais arrivé, mais apparemment, certains travails licencieraient plus facilement les personnes grosses que voilà, les personnes fit. Donc, il Ok. y a un peu cette grossophobie, entre guillemets, présente au Japon. Et c'est vrai que ça se ressent parce que, bah, voilà, parce qu'on n'en voit pas, hein, tout simplement. Donc, il y a ça. Ensuite, un autre point que j'ai surtout remarqué chez les vieilles personnes, c'est qu'elles bougent beaucoup plus. Petite marche tous les matins, petits étirements pendant la marche, variation de l'allure pendant la marche. À un moment, on va faire de la marche rapide avec des grands gestes avec les bras comme ça. Après, on va se relâcher un petit peu, se reposer face à la rivière, face à la nature. Quelques mouvements comme ça, de rotation du buste, quelques étirements des ischios. On vient d'un côté puis de l'autre. Ça, c'est très 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 présent chez les personnes âgées. Et je Mais, dirais même que 100% des personnes âgées effectuent ces petits étirements, ces petits mouvements-là. mais j'ai l'impression que c'est vachement présent dans pas mal de cultures asiatiques. Le fait de bouger, enfin simplement quand j'étais. Après, ça dépend peut-être des endroits, etc. Mais quand j'étais en Malaisie, il y a certains endroits. Après, ça a nuancé, ouais. C'était vraiment certains endroits où justement il y avait pas mal de groupes de personnes âgées, etc. Qui marchaient, qui faisaient simplement des étirements ou des sortes de mouvements un petit peu de qigong ou autre. J'ai l'impression que c'est voilà, lié peut-être aussi à la culture. Quand tu dis personnes âgées, toi, c'est si tu devais estimer leur âge, c'est c'est 60 ans très et plus. âgé, 60 ans et plus, ok. Ok. Il y a un système de retraite aussi au Japon? Euh, c'est c'est assez compliqué. Je Est-ce que saurais c'est pas des personnes vraiment. qui ont comment plus de temps dans leur journée, c'est-à-dire qu'elles ont, je sais pas, elles ont pas forcément de travail ou autre à faire? Je sais- Alors pour le système de retraite, je saurais pas vraiment en parler. J'ai compris qu'il y avait un système de retraite, mais je sais pas exactement comment il fonctionne. Pour ce qui est de est-ce qu'ils ont quelque chose à faire de leur journée ou pas, la réponse est oui, parce que même s'ils sont à la retraite et qu'ils ne travaillent plus, ils continueront à travailler. Les Japonais sont vraiment amoureux du travail physique. Donc, s'ils ne travaillent plus dans leur entreprise, ils auront un jardin dans lequel ils vont louer corps et âme. Véritablement, ils sont amoureux de leur jardin et chaque feuille qui dépasse est millimétrée tous les jours au ciseau. Je pense à une histoire, un truc de ouf qui m'est arrivé. Vraiment un truc de ouf. J'habitais à un endroit un peu vraiment reculé dans une campagne.
Et je sais pas, ça devait être 7h30 du matin. Je me réveille. Enfin, j'étais encore endormi. Et là, j'entends un bruit dans le jardin. euh, Ça gratte un petit peu, voilà, un bruit de pelle qui creuse. J'ouvre la fenêtre, je regarde. Il y avait un couple de personnes âgées, peut-être 70, 75 ans, qui étaient en train de déterrer un arbre derrière chez moi, un arbre fruitier. C'était un petit arbuste, ça devait être un truc qui faisait des petites oranges et des petits kumquats ou je ne sais quoi. Ils étaient en train de déterrer l'arbuste pour le prendre, pour le ramener chez eux. Donc, j'ai supposé pour, disons, agrémenter leur jardin, tu vois, pour faire un nouvel arbre à leur jardin. Mais qu'est-ce qu'ils foutaient chez moi? Bon, c'était pas chez moi, mais qu'est-ce qu'ils foutaient derrière chez moi à déterrer cet arbre à 7h30 du matin? Bref, petit aparté, c'est vraiment très troublant parfois, c'est japonais. Mais bon, c'est c'est assez marrant. Mais ouais, pour en revenir au sujet, ouais, il y a ça. Il y a le fait qu'ils soient énormément actifs, non seulement par leur mode de vie, donc d'aller au travail, marcher beaucoup plus, prendre le vélo beaucoup plus aussi. Les personnes qui vont, les petits, merde, les enfants qui vont à l'école, ils sont tous en vélo, beaucoup. Euh, il y a pas beaucoup de pistes cyclables, hein, pourtant les aménagements pour vélo sont pas extrêmement développés, mais c'est quelque chose qu'on voit énormément. Et il y a aussi ce truc-là, voilà, des personnes âgées qui conservent, disons, un hobby actif. Quand chez nous, les personnes âgées vont plutôt aller boire un blanc cassis au PMU à 7h30 du matin, ici, les Japonais vont commencer à jardiner à 7h30 du matin. Tu vois, Après, ça c'est, dépend, hein. Toutes les personnes âgées ne font pas ça. non, bien Mais sûr, je si généralise. tu généralises, ok, tu les trouves plus actives. Voilà. Ok, ok, ok. Et ok, très bien. Intéressant. Donc, Donc, il y a pas de mal de manière points. générale, un peu plus d'activité, ouais. Ouais, ouais, voilà. Si je peux résumer en plusieurs points, et il y a un point duquel j'ai pas parlé, c'est l'alimentation. Mais si je peux résumer, voilà, c'est plus d'activité dans le sens où ils bougent plus. Donc il y a moins la voiture, hein, déjà. On prend moins la voiture, on prend plus les transports en commun, mais en prenant les transports en commun, on est amené à avoir beaucoup de changements, donc potentiellement plus de marche. Il y a le truc d'avoir des hobbies actifs, donc le jardiner, aller se promener en nature, beaucoup, ça c'est très important pour les Japonais. Et voilà, il y a aussi les étirements, euh, les petits mouvements quotidiens, déverrouillage articulaire, etc., etc. Donc 3 points. Et le quatrième dont j'ai pas parlé, c'est la nourriture. La Donc, nourriture qui du coup, nourriture, du coup, toi, t'as fait des grandes villes principalement? ah j'ai fait un peu de tout. J'ai fait campagne et ville, ou ville oui et non. J'ai vécu disons dans le, comment on dit, dans les suburbs, dans les, su- euh, ah putain, je perds mes mots en français des fois. Les surroundings, comment on dit surroundings en français? Les espaces urbanisés, en gros, si tu veux, des villes, tu vois, euh, t'es pas directement dans le centre de la ville, mais t'es dans les Ouais, quartiers. oui, la périphérie, enfin, les Voilà, espaces la périphérie, environnants. c'est Ok, exactement le ouais. mot que je cherchais, c'est périphérie, désolé. Et ouais, clairement, en périphérie de ville, ouais, oui, donc j'ai fait des périphéries de ville. Et la nourriture, ouais, c'est un gros point qui est complètement différent de nous, pays occidentaux, dans le sens où il y a énormément de, euh, de végétaux, de légumes, beaucoup plus. On cuisine beaucoup moins avec des produits gras. Donc, je pense que de manière générale, il y a beaucoup moins de lipides dans l'alimentation. Ah Et on ouais, même, retrouve, ouais, tu vois, d'un point de vue français, moi j'ai l'impression, tu vois, si je devais vraiment généraliser, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de poissons, vu qu'il y a beaucoup de côtes au Japon, assez facilement. Je me dis, du coup, si je devais supposer un peu, ouais, je me dirais poisson, fruits de mer. Après, du coup, ils peuvent choper des lipides par le poisson. Euh, et ouais, après, je sais pas trop. Est-ce qu'il y a beaucoup de poissons, fruits de mer ou pas ouais, forcément? clairement. Ok, ouais. Alors, dans le temps, il faut savoir que le poisson, c'était vraiment leur base dans l'alimentation. Ils mangeaient pas de viande, pas du tout de viande. Et c'est quelque chose qui est venu à peu près, je crois, dans les années 1600. Je sais plus. Bon, ouais, ça doit être ça, un truc comme ça. Mais
clairement, c'était la base et c'est resté du coup un aliment de base. Donc, ils vont manger énormément de poissons blancs, de poissons gras aussi, comme le maquereau, la sardine. Les produits comme le thon rouge, c'est plutôt réservé à des occasions un petit peu plus prestigieuses, des occasions particulières. Mais voilà, dans leur alimentation de base, on retrouve beaucoup, beaucoup de poissons, d'algues également, des bouillons faits à base de voilà, d'algues, de bases de poissons qui vont faire fermenter, etc., etc. Pas, en parlant de fermentation, énormément de produits fermentés aussi, dérivés du soja. Donc le miso, la sauce soja, c'est un produit fermenté également. Donc qui dit fermenté dit euh, un microbiote peut-être un peu plus sain, dit également plus protéiné. Donc voilà, c'est vraiment toute une petite accumulation de facteurs qui font que bah, déjà la nourriture est moins grasse, on retrouve plus de protéines, plus de végétaux, potentiellement un meilleur microbiote en meilleure santé du fait que voilà, il y a beaucoup plus de produits fermentés. Ok. Et, Même les légumes sont fermentés aussi? La plupart? ouais, ouais, la plupart je sais pas, mais j'utilise beaucoup en fait d'accompagnement où en fait ils vont faire des espèces de pickles avec les légumes, donc ils vont le faire fermenter, je sais pas, dans du vinaigre de riz par exemple, Ok. et le mélanger avec le riz. Il y a un truc qui se fait énormément, c'est la prune fermentée au Japon, et ça, on le mange en accompagnement avec le riz blanc, et c'est excellent, ça a un petit goût salé parce que c'est lacto-fermenté. Donc c'est dans de l'eau, dans un bocal qu'on on compresse les prunes, on met de l'eau par-dessus avec une certaine quantité de sel, et voilà, ça lacto-fermente sur plusieurs semaines, et ça, c'est un petit goût salé avec l'acidulé de la prune, et sur du riz, bah, c'est quelque chose que j'adore, par exemple. Mais, euh, mais ouais, voilà, il y a Et après, la fermentation, je sais que c'est aussi un procédé qui permet de conserver. comment? Ouais, conserver aussi, désintoxifier certains Ouais. végétaux ou autres, par exemple. Ouais, voilà, et c'est pour ça que je te dis que le microbiote est en meilleure santé. Aussi, C'est oui, que oui. la digestion va être facilitée par la fermentation des produits. On a moins de fibres, on a moins de problèmes à digérer, parce qu'ils mangent quand même une grosse quantité de végétaux. Mais voilà, ces végétaux ont déjà été, disons, travaillés par les bactéries, et donc la digestion n'est que meilleure. Ok, ok, ok. Et Excellent donc, là-dessus. pour les protéines, on va retrouver du coup plusieurs sources, les poissons et fruits de mer dont on parlait. Il y a aussi le tofu qui est énormément présent dans leur alimentation, donc dérivé du soja, hein. Et dans une moindre mesure, je dirais le porc. Je pense que c'est la viande la plus consommée. Ah, ou non, c'est peut-être le poulet. Je sais pas. Ça se voit entre le porc et le poulet. Mais voilà. La viande rouge est assez peu consommée car très chère, mais elle est d'excellente qualité. Par contre, ici au Japon, il y a une culture, il y a une culture de la culture du bœuf. Donc on fait très attention à la manière dont on l'élève, etc. pour que l'animal ne soit pas stressé. On fait attention à son alimentation, etc., etc. Mais du coup, la viande rouge, le bœuf coûte vraiment très cher en comparaison avec le reste. Ok. Et produits laitiers? Il y en a, pas du tout, un peu? Produits laitiers, il y en a, ça coûte cher aussi, du fait que je pense qu'il y a une production assez faible. C'est vraiment pas une base de leur alimentation. On va Par rapport à préférer la France, il y en a énormément, je trouve. Enfin, voilà, on consomme beaucoup de Ah ouais, beurre, bah de oui, mais lait, c'est de nous on fromage. est, je pense, ouais, je pense qu'on est un des pays, la France, qui consomme le plus de produits laitiers au monde, hein, c'est clair et net. Donc ouais, dans le Japon, ils en consomment assez peu, donc les produits sont assez chers. Les produits laitiers sont assez chers. Ok. Et Ce qui après, va remplacer tu disais plus de végétaux de manière générale par rapport à la France, tu trouves, toi? une plus grande diversité, ouais, consommée sous différentes manières. Un petit bouillon de végétaux le soir, par exemple. Bah, des légumes fermentés un petit peu partout dans les plats. Tu vas voir que dans les plats typiques, tu retrouves rarement un truc sans une petite touche de végétaux. Parce qu'en fait, il y a aussi une culture de la couleur dans l'assiette. C'est très Ok. important pour les Japonais que les assiettes soient colorées. Et c'est pour ça qu'ils amènent souvent des végétaux, alors que ce soit fermenté ou non. Mais voilà, pour Petite justement apporter choucroute. Ouais. Et c'est justement fait pour que voilà le plat paraisse plus appétissant et que derrière en fait voilà il y a ce truc psychologique de mieux apprécier son repas du fait que voilà il y a le visuel, le goût, etc., etc. Intéressant. Et niveau fruits?
Quand tu disais végétaux, c'est aussi les fruits, j'imagine? Non, très Pas que peu de les fruits. légumes? Non, très peu de fruits, OK. Très peu de fruits parce que très peu de production, donc tout est importé et tout est extrêmement cher. À part peut-être les fraises qui sont produites ici et les agrumes, mais ça reste hors de prix, très honnêtement. Je sais pas quels sont les prix des fraises en France, mais ici tu dois payer à peu près 3 € pour une barquette, je dirais de 500 grammes. OK. OK, OK. Ouais, donc Donc 6 € assez le kilo. bah, 6 après euros en le kilo. France, l'été, on a quand même une bonne diversité de fruits, hein. Juste, bah, là, tout ce qui est fraises, framboises, ça va arriver, tout ce qui est abricots, brugnons et cetera. L'été, il y en a quand même pas mal. Oui, je me rends compte qu'on a de la chance aussi sur l'alimentation Ouais. en France, hein. Clairement, si je dois comparer le Japon et la France, je mettrais la France en première position pour la diversité de produits qu'on a. Euh, on a les fruits, on a les produits laitiers dont on a parlé, on a une plutôt bonne production sur la viande. Si on cherche vraiment à bien s'alimenter, attention. Si on cherche à travailler avec des éleveurs qui font attention à la manière dont ils élèvent leurs bêtes, sur les œufs, pareil, on peut trouver des œufs de super bonne qualité, euh, etc., etc. Mais si on se nourrissait uniquement sur les marchés, je pense que déjà on aurait une bonne partie de la population qui sera en bien meilleure santé. Ah oui, bah, clairement. Clairement, clairement. Puis j'ai l'impression, juste sur les marchés ou autres producteurs locaux, tu vas pas retrouver forcément des produits suremballés, hyper transformés, et cetera, avec pas mal de conneries dedans, mais après, tu disais pour le prix des fraises, moi je suis un peu biaisé parce que je vais les prendre bah, justement au marché sur un producteur qui les fait pousser juste à côté de Clermont à Sébaza. Je sais que c'est Ouais. vendu, je crois on m'a dit que c'était un peu cher, mais je préfère en manger moins et les manger de bonne qualité. Ouais, tout à fait, t'as raison. Quand là, ici, je dis que les fraises sont hyper chères, c'est des fraises bas de gamme élevées sous serre, hein. Si tu commences à prendre un truc local, un petit producteur, laisse tomber, les prix ils explosent. Oui, 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 forcément. Après, ça dépend, hein, là, enfin, si je compare avec autre chose, par exemple la viande rouge qui est, je trouve, bien consommée en France. Enfin, quand je dis bien en bonne quantité par rapport à d'autres pays, je vais la prendre à la ferme et du coup, qui est de super de qualité, les vaches, qui pâturent et cetera. Heu, J'imagine, du coup, peu stressé. Du coup, la viande est quand même moins chère au kilo qu'en grande surface pour de la viande, industrielle, avec les vaches, élevées au maïs, soja, qui pâturent, quasi pas ou autre, ou peu. Parce que tu prends peut-être des pièces aussi moins prestigieuses, entre guillemets, moins. Non, de tout, ouais, je prends de tout, de tout, de tout. En vrai, je Ok, prends de tout, ouais, ouais, c'est pas uniquement des steaks ou steak haché, par exemple. d'accord. Ça va être des gros colis Et ou si, autre, donc tu et peux si tu compares. tu peux prendre du Ah foie ouais, ou parce que. autre. D'accord, ouais, ok. Parce que tu commandes sous le format gros colis aussi, donc Ouais, c'est mais peut-être plus même si tu avantageux prends, pour. juste, par exemple, tu compares juste steak haché à l'unité ou steak haché, enfin, plutôt au D'accord. kilo ou steak haché en grande surface, ça sera un peu moins cher. Hormis si, tu prends, je sais pas, les steaks hachés, hyper bas de gamme, je sais pas, d'une certaine marque ou autre, ou tu sais, Charal, coupé avec mi-oignon, mi-bœuf dedans, viande industrielle, là, Ouais. peut-être que ça sera moins cher, ouais. J'en Mi-chien, doute sûr. mi-chat, mi-bœuf. Ouais, coupé à l'oignon, tu as 20 d'oignon dedans. Moi, je disais Charal, je sais pas du tout, mais c'est que je pense à Charal sur les steaks hachés congelés, mais ça peut être autre chose. Et ils vont nous faire un procès, vieux, on va plus pouvoir faire le podcast. OK, OK. Donc sur l'alimentation, tu as fait le tour d'après toi? Au niveau des produits transformés, est-ce qu'il y en a beaucoup plus? Pas du tout? Ouais, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de pâtisseries ultra transformées dans dans les combini, là, ce dont je parlais au début. Et ça devient un gros problème dans le sens où beaucoup de jeunes viennent s'alimenter dans les combini, donc vont avoir recours à des produits ultra transformés, des gâteaux, des sodas, bon, bah, bref, comme partout, hein. Mais du coup, ils ont plus vraiment la notion de qu'est-ce qu'est un aliment, qu'est-ce qui n'en est pas un. Ils vont se nourrir uniquement de snacks, de produits frits. Ouais, c'est un gros problème. Je pense que les populations plus vieilles sont beaucoup plus éduquées, consomment beaucoup moins de ces merdes, et c'est ce qui fait que voilà, ces populations-là sont encore en très bonne santé, mais je pense que c'est amené à bouger au Japon dans le sens où bah voilà, les jeunes se nourrissent uniquement de
de produits qu'ils trouvent dans les combini qui sont pas de vrais aliments, quoi. Ok, ok. Intéressant. Et ok, ok, ok. Et sur tout ce qui est justement, tu parlais de produits frits, etc. Est-ce que, enfin, qu'est-ce qui est utilisé à la cuisson au Japon? Est-ce qu'ils utilisent de la matière grasse ou pas du tout? Ah, je pense que c'est probablement des huiles végétales, hein, comme en France, Ok. comme n'importe Après, en quel mode France, de ouais, cuisson. ça dépend. Enfin, moi, je suis un peu biaisé justement avec ce que je partage à ma famille ou autre sur les huiles de cuisson ou autre. Enfin, moi, j'utilise par exemple du suif, de la graisse de bœuf ou alors de l'huile de coco qui va beaucoup plus résister tout ça aux températures. Ou Ouais, du beurre ouais. clarifié, en fait, au final, ça se fait même maison ou autre. Mais OK. Donc là-dessus, ouais, Ouais, bah, peut-être pas, je te rejoins, peut-être hein. moins il y a moins de beurre ou autre, tu disais, il y avait moins de produits laitiers? Ouais, clairement, clairement, ils vont plus utiliser des. Qu'est-ce qu'ils utilisent à la cuisson ici? Euh... Ouais, le gras de bœuf, c'est vrai qu'on en a en grande surface. Tu peux l'avoir gratuitement en grande surface si tu achètes de la viande d'ailleurs. T'as OK, des petits cubes sous plastique que tu peux prendre en achetant ta viande en même temps et c'est gratuit. Mais et OK. voilà, ils vont l'utiliser que quand ils font cuire de la viande rouge. Ah OK, OK. Sinon, pour la matière grasse qu'ils mettent dans la poêle, je sais même pas ce qu'ils mettent traditionnellement. Peut-être de l'huile de sésame. De l'huile de sésame. Mais voilà. Non, je sais pas ce qu'ils mettent. C'est une bonne question, faut que je me renseigne. À checker. OK, très bien. Très bien, très bien. Bon, bah, côté alimentation, on a dû faire le tour, non? Ouais, ouais, on est pas mal. Si tu devais résumer, du coup, enfin, moi, de ce que j'ai retenu, pas mal de poissons, fruits de mer pour aller chercher des protéines. Après, tu as aussi pas mal de tout ce qui est soja, tout ce qui est, produits fermentés, que ce soit, des végétaux, tu dis qu'il y a plus de diversité, Ouais, très peu de fruits très peu de fruits. et on n'a pas parlé, ouais, beaucoup de riz ou pas? Ou Ouais, c'est, ouais, ouais. Ils c'est une sont légende? fous. Non, c'est pas une légende? Non, c'est pas une légende, ils sont OK, fous du donc riz. énormément de riz, ouais. C'est un repas ne se fait pas sans riz. OK, À et tel point riz, que riz à tous les repas? ouais, 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 quasiment. À tel point que, par exemple, si leur pâte à eux, ça s'appelle les udon. Donc ça va être un petit bouillon avec ce sont ces grosses pâtes épaisses comme ça. Donc avec, je sais pas, souvent des oignons verts, peut-être un petit tempura de crevettes, etc. Et dans certains restaurants, on te propose donc le udon, qui est cette base de pâtes, avec à côté un accompagnement. L'accompagnement, c'est du riz. OK. C'est comme si, voilà, avec tes pâtes, que tu te fais tes spaghettis bolognaise, tu te fais un bol de riz, quoi, en accompagnement. OK, OK, C'est vraiment et pour te montrer à quel point ils sont vraiment fous avec le riz, quoi. C'est au partout, niveau tous les du repas. du format des repas, enfin, sur la journée, c'est au niveau du timing, c'est quoi? C'est petit déjeuner, déjeuner, goûter, dîner ou pas du tout? Ouais, je dirais que c'est plutôt 3 repas, petit déjeuner, déjeuner, dîner, avec, le petit déjeuner et le dîner qui sont les 2 plus gros repas. Le déjeuner, souvent un petit peu moins. On fait rapide parce qu'il faut retourner au travail, traditionnellement. Pour ceux qui travaillent surtout, dans les travaux manuels ou dans les rizières, etc. Pas OK, beaucoup de temps le midi, on enchaîne les journées. Mais donc voilà, le petit déjeuner et le dîner sont vraiment les 2 repas principaux. et à quelle heure c'est fait ces différents repas? De Euh, manière plutôt générale? très, plutôt très tôt le matin pour le petit déjeuner, en fonction de la période de l'année, l'été ou l'hiver. L'été étant très 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 chaud et très humide, on va plutôt travailler de 5 heures à 8 heures le matin et de 16 heures à 19 heures, 20 heures pour bénéficier du coup des températures les plus fraîches. Donc à ce moment-là, le petit déjeuner va se faire très tôt, aux alentours de 4 heures. L'hiver, bon, c'est plutôt aux heures classiques, hein, comme chez nous, occidentaux, 7-8 heures. Et le dîner, ben pareil, il peut se faire ou à 17 heures en été, ou aussi à 17 heures en hiver, tu vois. Et du coup, après les heures de boulot, il y aura une petite, disons, collation du soir, souvent, en été. OK. OK, Donc OK, vraiment, en fait, OK, ce intéressant. qui est intéressant, c'est de voir à quel point ils mangent en fonction aussi du climat, de la température et de leur environnement. OK. Ils sont pas réglés sur un schéma fixe à l'année, et en fait, voilà, ils évoluent un petit peu avec leur environnement. OK, top, et si tu devais, pareil, généraliser en termes, de composition dans l'assiette, enfin, je sais même pas si, vous mangez forcément, dans des assiettes ou autres, mais quel pourcentage de protéines tu vas avoir,
de légumes, de glucides, de manière Euh, très générale, hein. Après, ouais, ça fluctue dans ouais, le monde, voilà, mais c'est assez si tu compliqué dois à dire, hein, généraliser à fond, mais ouais. beaucoup de glucides, je dirais 60 à 70% de glucides, OK, donc hyper peut-être élevé, ouais. 20, Enfin hyper peut-être élevé. Au final, 20, je trouve que c'est très élevé aussi, en Occident. 20 à 30% de protéines et 10% de lipides, un truc comme ça, tu vois. OK, C'est vraiment le, et c'est vraiment beaucoup ce de qui ressort. légumes dans l'assiette? Tu vas pas avoir une grosse dose de légumes, genre une poêlée de courgettes ou quoi que ce soit. Non, je te dis, ils vont plutôt se retrouver sous forme d'accompagnement. Donc en plus petite quantité et plus digeste car fermenté, ou alors pour apporter de la couleur. Ça va pas être des quantités énormes, ça va être de la diversité et pour une raison, mais tu vas pas retrouver un truc pour combler un vide quoi. Comme je trouve que on a l'habitude de le faire par exemple de manger de la salade, de manger une salade porte rien du tout. C'est vraiment pour combler un vide quoi. Ici ça se retrouve pas. C'est l'aliment, chaque aliment a sa place dans l'assiette, je trouve. OK, OK, OK. Oh, très bien. Voilà, T'as voilà. autre chose que tu veux nous partager? Ça viendra peut-être dans un prochain épisode. Là, comme ça, non, j'ai pas d'idée. Je pense que je voulais en faire un podcast tout seul, peut-être sous la forme d'une capsule ou d'un hors-série. Il faudrait que je travaille là-dessus, que je prépare ça. Ça peut être intéressant, ouais, parce qu'il y a énormément de points desquels j'ai pas parlé. Mais voilà, je pense que déjà ça c'est pas mal. Si on devait résumer, du coup, ce podcast, bah, il y aurait l'aspect propreté qui est beaucoup plus présent dans les rues, en tout cas, ici au Japon qu'en France, selon moi. La sécurité qui reste le point vraiment fondamental et celui pour lequel je pourrais clairement vivre ici. L'alimentation qui me plaît énormément, j'adore ce que je mange, c'est vraiment très diversifié. Le fromage me manque un peu, par ailleurs. Mais voilà, sinon on a une alimentation très saine, une très bonne base alimentaire, je trouve, qui permet de rester en forme et ça se traduit un peu sur l'état de santé des Japonais, hein. Et puis l'activité physique en quatrième point qui est beaucoup plus élevée, je pense, et pas par le sport, parce qu'on va retrouver pas forcément un grand nombre de clubs de sport, non, mais plutôt par l'activité quotidienne, marcher plus, utiliser le vélo, faire des micro-mouvements, des étirements, des micro-séances, hein, ce qu'on pourrait dire dans la journée. Ah putain, d'ailleurs, ça me fait penser, j'ai une anecdote à ce propos. Il y a 3 jours, je me promenais en vélo, j'allais à la boxe et j'ai vu une compagnie de facteurs qui, avant d'embaucher, étaient dans la cour en train de faire des échauffements avant le boulot. Donc ils échauffaient leurs coups, après voilà, pareil, ils faisaient des petits mouvements de rotation, etc. J'ai trouvé ça fun parce que je me suis dit que ce genre de choses, ça a dû être proposé dans certaines entreprises en France, mais je suis quasiment sûr que Ouais, ça a c'est été... proposé, hein. Ouais, mais je suis C'est quasiment proposé dans sûr que certaines ça... boîtes et c'est quelque chose que je faisais moi et Ok. que je Et faisais c'est... justement pour des soudeurs qui Waouh. même levaient des rails ou des pièces super lourdes. Et après, c'était voilà, j'ai pas un gros retour d'expérience là-dessus en termes de quantité de personnes que j'ai eues. Mais en soi, c'était donc proposé sur le temps de travail des personnes. Donc voilà, les personnes, certaines faisaient les mouvements, certaines non, certaines étaient très demandeuses, d'autres pas du tout. Mais de manière générale, c'était quand même bien reçu et c'était C'était bien un petit reçu, ouais. moment assez sympa. Ouais, c'était bien reçu. Même si Ok. il y en avait voilà, qui voulaient pas faire, hein, Étonné. c'est pas grave, c'est quelque chose qui leur est imposé. Après, voilà, moi je leur disais, bah écoutez, les bénéfices, vous allez avoir ça, 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 ça. Et c'est toujours sympa, là, on bouge tous ensemble. Tu crées une petite cohésion d'équipe que tu peux pas forcément retrouver parce qu'ils étaient après séparés un peu sous duo ou trio sur des petites équipes. Là, ils se retrouvaient tous les soudeurs tous ensemble. Donc c'était sympa aussi, je trouve, pour la cohésion d'équipe et l'ambiance de travail, quoi. Ok, je suis étonné du fait que ce soit bien reçu, tu vois. Je m'attendais pas à ça, mais ok, intéressant. Pas Donc par tout le monde, hein, ça se fait mais vraiment vu, partout. ouais, si c'était fait par exemple hors temps de travail, quelque chose qui est imposé, les personnes, je pense, seraient même pas venues. Là, c'était voilà, dans le temps de travail, le but c'était bah, réduire les accidents de travail, risque de blessure, limiter les risques de blessure, etc. Potentiellement pour les personnes qui avaient des douleurs, essayer de les orienter sur bah, des mouvements répétitifs, comment leur donner des pistes pour bah, peut-être les faire différemment et limiter du coup leur douleur. Après, c'est pas juste avec un 20 minutes ou 10 minutes
avant la session de travail qu'on va changer grand-chose, mais Bien c'est un sûr. très bon point de départ. C'est un très bon point de départ, exactement. C'est comme ça qu'on commence à sensibiliser à l'activité physique. C'est ça, c'est ça. Ok, très bien. Bon, petite introduction sur le Japon. Je vous dis, j'essaierai de venir sur un épisode un peu plus complet là-dessus. Peut-être à la fin de mon expérience, hein, pour faire un petit débrief. Pourquoi pas une comparaison avec la Norvège aussi, c'est dans lequel j'ai voyagé 1 an. Donc voilà, ça peut être intéressant. Carrément. Bon, bah, merci de nous avoir écoutés. C'était l'épisode 19. Et pour ceux qui sont sur Clermont, moi, j'ai lancé d'ailleurs un nouveau projet qui s'appelle La Forge. Du coup, petite salle privée avec une zone d'entraînement extérieur, également intérieur. Donc, si vous voulez venir sur du coaching individuel ou en small group vraiment qualitatif, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Et de toute façon, je vais créer prochainement des small groups sur des thèmes précis, donc des coachings en petits groupes pour rester très qualitatif sur des thèmes précis. Donc, n'hésitez pas à vous lancer. Vous pouvez me contacter directement sur Instagram, soit sur Top, mon ça. compte FLV Performance ou La Forge Clermont. Préparation physique, strongman, préparation physique, Irox, préparation physique Spartan, il y a tout qui est fait à la Forge Clermont-Ferrand. Voilà, et de beaux projets qui arrivent là-dessus. Super. Restez informés, restez connectés.